إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم صحة فطوركم. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de partager avec vous cette deuxième journée de Layali Ramadan al-Ilmiya. Donc nous partagerons aujourd'hui cette thématique avec mon collègue, le professeur Nazim Djarloul de l'Université d'Oran 1, donc cosmologiste, physicien théoricien. Plutôt, oui. Voilà, donc il va parler surtout des concepts physiques qui sont autour du temps. Moi, je vais introduire le temps de façon générale, donc pour vous inciter à poser des questions. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que nous puissions ensemble discuter de cette thématique qui est le temps. Et je vous invite à nous interrompre à tout moment, d'accord, pour qu'il y ait un débat. Un débat constructif, n'ayez pas peur, chacun, parce que c'est un sujet tellement vaste, où tout le monde peut avoir sa propre idée sur le temps, sa propre idée sur le passage du temps, l'évolution du temps, la nature du temps. Tous ces concepts-là, nous allons les aborder ensemble, moi d'un côté subjectif et mon ami Nazim du côté objectif. Nous allons essayer de faire en sorte qu'il y ait cette correspondance, cette équivalence, parce qu'il y a une grande équivalence, hein, on va parler beaucoup d'équivalence, je pense, hein, dialectique, et de simultanéité, hein, ensemble, et de dialectique autour de ce point-là. Et donc j'espère que nous puissions aujourd'hui enrichir le débat et apporter un peu plus à vos connaissances et à votre savoir. Voilà, donc je vais donner à Nazim pour dire deux mots avant que je commence, hein, parce qu'il va introduire aussi autre chose. Salam alaikum, merci de votre présence. Alors, brièvement, je vais peut-être juste, parce que c'est assez important, je vais réitérer ce que disait le professeur Abrag. Profitons du fait aussi qu'on ne soit pas si nombreux pour ne pas hésiter à nous interrompre pendant la discussion, pendant les différentes allocutions qu'il y aura sur ce sujet. Ça permettra d'avoir une dynamique, puisque dans une conférence grand public, tout le monde n'est pas au même niveau des connaissances, tout le monde n'a pas la même vision des choses, et donc pour que ça soit intéressant pour tout le monde, l'intérêt naîtra aussi de vos réactions et de l'interaction avec vous. Donc, comme l'a dit professeur Legrand, moi professeur Aourak, j'interviendrai dans un deuxième temps pour parler des différents aspects du temps du point de vue des sciences physiques. Parfait. Alors, moi, je vais vous parler un peu de ce temps de façon générale, de façon globale. Le temps est un fleuve qui coule. Donc, c'est un mot qu'on utilise beaucoup par rapport au temps. Alors, ce temps, comme Malmen, vous savez que le temps, c'est le mot qui est le plus utilisé par toutes les générations et tous les peuples de ce monde-là. C'est le mot le plus utilisé, c'est-à-dire on utilise le temps beaucoup de fois par rapport à tous les autres mots qu'on utilise dans notre vie. Et on le malmène, ce temps on le malmène, parce qu'on lui donne différentes formes. Je gagne du temps, je perds du temps, je tue le temps, hein, je n'ai pas le temps, je cours après le temps, le temps me presse, le temps s'est arrêté pour moi. Donc le temps a différentes formes, donc on le place partout dans nos discussions, dans notre vie. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis inspiré surtout de mon ami Étienne Klein, qui est un grand philosophe et physicien, d'accord, qui a beaucoup écrit sur le temps, et puis Carlo Rovelli et les Smolin, qui ont beaucoup parlé du temps, c'est-à-dire différent. Alors, le temps, c'est un concept qui évolue chaque fois. Vous avez beau définir le temps, à chaque fois, il y a une évolution de cette notion de temps et de concept, donc de la compréhension du temps. Alors, parce que le temps, on le sent, d'accord, c'est un passage dans notre vie, d'accord, il est lié à notre mouvement, il est lié à notre évolution. Et donc, c'est une expérience humaine universelle. Chacun ressent le temps, et il le ressent à sa façon. Il est propre à chaque personne, d'accord, il n'est pas collectif. Le temps n'est pas collectif de façon générale. Il est
au cœur de toutes les théories scientifiques, d'accord, actuelles du monde, mais il reste remarquablement controversé. Chaque théorie, il y a une controverse par rapport au temps, et donc chaque théorie interprète le temps à sa façon. Et puis, en physique, le débat est continu, il ne s'arrête pas. On ne sait pas si c'est une propriété émergente du monde macroscopique, comme la température ou la pression. Alors, en philosophie aussi, il y a un grand débat. S'il y a un grand débat du côté des physiciens, du côté scientifique, il y a aussi un grand débat du côté philosophique. Et puis moi, je vais parler un peu de ce côté-là philosophique. C'est-à-dire que si le présent est plus important que le passé ou l'avenir, ou si le temps sont égaux, est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que le présent est plus important que le passé, ou est-ce que l'avenir est plus important que le présent, ou est-ce que le présent et le passé ont la même valeur par rapport à chacun d'eux. Donc ça, c'est une question philosophique fondamentale qu'on se le pose. Et Gaston Bachelard, c'est comme Saint-Augustin leur a dit, je connaissais c'est quoi le temps, mais le fait que de me poser la question c'est quoi le temps, je ne peux pas vous répondre c'est quoi le temps. C'est-à-dire que chacun sait par rapport à lui ce que c'est que le temps. Mais si je vous demande de me définir le temps, aucune personne n'est capable de définir le temps d'une façon absolue. Donc c'est un problème qui est posé. Alors deux grandes questions fondamentales que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. La première question fondamentale, c'est la nature du temps. Et deuxièmement, quel est le moteur du temps? Le moteur du temps, on va le voir. Donc, c'est deux aspects que je vais essayer de faire. Alors, la première approche, donc, c'est-à-dire la nature du temps, ce sont des questionnements. Alors, tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est des questions que je vais vous poser et essayer de réfléchir à ces questions-là et essayer d'apporter une idée par rapport à votre pensée par rapport au temps. Alors, de quoi est-il fait le temps? Est-ce une substance, comme toutes les substances qui se trouvent dans cet univers, d'accord, c'est-à-dire matérielles qu'on ressent, qui ont un effet, que nous ressentons par rapport à une propriété? Donc, c'est la première question que je vous pose. La deuxième, ou c'est une sorte, d'accord, d'entité primitive, originaire, qui ne dérive de rien, d'autre qu'elle-même. C'est le temps qui a créé le temps, d'accord? C'est lui-même qui s'est généré, d'accord? Il n'a pas une source qui l'a généré. Et puis, ou au contraire, c'est une entité secondaire qui procédait d'une ou de plusieurs autres entités plus fondamentales. Donc c'est une relation de cause à effet. C'est-à-dire que, est-ce que nous connaissons l'effet du temps? Tout le monde connaît l'effet du temps. C'est cet effet qui est sur nous. Donc le temps qui a fait un effet sur nous. Mais si je vous dis quelle est la cause de cet effet, vous pouvez peut-être ne pas peut-être trouver la cause, et donc pour vous le temps c'est simplement une succession d'événements, pas plus. Et encore une autre question que je vous pose clairement, en d'autres termes, le temps se suffit-il à lui-même, ou a-t-il besoin des événements pour prendre corps? C'est-à-dire, est-ce que le temps se suffit à lui-même, ou est-ce qu'on a besoin d'événements pour créer le temps? Est-ce que c'est les événements qui créent le temps, ou est-ce que le temps, il est absolu, il n'a pas besoin? D'accord? Est-ce qu'il est de nature substantielle, ou est-ce qu'il est d'une nature rationnelle? Est-ce que s'il y a une relation, ou est-ce que c'est une substance, comme je l'ai dit au départ? Alors, au fait, le temps, deuxième question, le temps est-ce qu'il y a eu un commencement? Est-ce que le temps a un commencement? Le temps zéro, d'accord? Est-ce que le temps zéro existe, d'accord? Ça, c'est une question que nous aborderons ensemble. Et donc, la deuxième question fondamentale, c'est le moteur du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, le moteur? D'où vient que le temps passe? Quand on dit le temps passe, qu'est-ce qui fait que le temps passe? Pour que quelque chose bouge, elle a besoin d'une énergie, elle a besoin de quelque chose qui l'a fait qu'elle avance ou qu'elle recule. Donc d'où vient le temps qui passe? S'écoule-t-il de moi-même, de lui-même, ou a-t-il besoin de nous pour passer? Est-ce que le temps réellement, il peut s'écouler tout seul, ou est-ce qu'il a besoin de nous pour qu'il puisse exister, puisqu'il puisse passer? C'est une autre question que je vous pose. Réfléchissez à ces questions, on reviendra par la suite, d'accord? Le moteur du temps est-il de nature physique, objectif, d'accord, ou n'est-il qu'une illusion, une impression, ensemble produit de notre subjectivité? C'est une autre question que je vous pose. Ensuite, y aura-t-il au sein de l'écoulement temporel lui-même un principe actif qui demeure et ne change pas? C'est-à-dire qu'il y a une source qui fait que le temps, il est là, il existe et il passe.
Alors, je vais commencer par la nature du temps. Donc ça, c'est les questions que je vous ai posées, et puis je vais vous donner un point de vue, d'accord? Un point de vue sur ma propre vision du temps, d'accord, de la nature du temps par rapport à une impression que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire des études et on n'a pas besoin d'être spécialiste pour pouvoir avoir un propre concept du temps, chacun propre à lui, d'accord? Et donc, partant d'une observation de tous les jours, il existe manifestement une opposition entre le temps physique et le temps subjectif. On fait une différence entre le temps physique, ça veut dire qu'il est lié à un objet physique, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Le temps qu'on peut mesurer. Le temps qu'on peut mesurer, ce sont des durées, d'accord? C'est son passage, c'est grâce à une montre, grâce à un chronomètre, d'accord? Donc c'est physique, je le mesure par un objet physique. Donc je parle de ce temps, le temps physique. Et puis vous avez le temps subjectif, le temps qui est lié à notre conscience, qui est lié à notre cerveau, d'accord? Donc il est immatériel, d'accord? Donc il n'est pas que le temps matériel que je mesure par rapport à un instrument qui est un instrument matériel. Donc on va faire la subdivision de ce temps en ces deux concepts, le temps physique. Et je pense que c'est mon cher collègue Nazim qui va nous parler de ce temps-là, d'accord? La mesure est un des principes fondamentaux de la physique, d'accord? Donc, et donc, le premier que nous appellerons du mot grec, c'est chronos. Le temps physique, c'est chronos. Il est lié aux Grecs qui ont défini la notion de durée, d'accord? Et il est censé être objectif. Ce temps-là, il est objectif. Parce que quand vous dites 1 heure est passée, c'est 1 heure qui est passée. Si le chronomètre a marqué 60 secondes, c'est 60 secondes. C'est objectif, d'accord? Ça se mesure, d'accord? Il ne dépend pas de nous. Il est réputé uniforme. Nous savons d'ailleurs le chronométrer. C'est le temps qu'affichent nos montres. Celui qui rythme notre emploi du temps, d'accord, je dis samedi je vais faire ça, à 2h je vais faire ça, à 14h je vais faire ça, c'est celui qui rythme ça c'est le temps objectif, d'accord? Et puis, vous avez le second temps, c'est le temps éprouvé ou psychologique, d'accord? Celui qu'on mesure de l'intérieur de soi, où chacun le perçoit personnellement, d'accord? Il ne se mesure pas. D'accord, c'est chacun personnellement qui le mesure. Donc, c'est quoi? Il ne s'écoule pas uniformément. Contrairement à un chronomètre, à une horloge qui est uniforme. D'accord? C'est toujours les 60 secondes, la minute, l'heure, X le mois, la semaine, etc. Mais celui-là, il est uniforme. Il n'est pas uniforme. Il y a des moments qui durent longtemps. Il y a des moments qui passent au contraire très vite. Quand on est malheureux, le temps est très long. Et quand on est joyeux, le temps est très court. D'accord? Donc c'est en soi, c'est dans notre conscience. D'accord? Donc c'est un temps subjectif. C'est un temps qui est rythmé par rapport à notre connaissance. C'est que la fluidité de notre processus est variable. Donc ici, le temps n'est plus comme le premier, d'accord, qui est objectif, c'est un temps qui est subjectif. Donc je vais parler de ce temps subjectif et je vais laisser à mon collègue, professeur Nazim, de parler de ce temps objectif. Alors, toujours sur la nature du temps. Alors, beaucoup d'études ont été faites par des neuroscientifiques dans les sciences cognitives, d'accord, par rapport au temps. Et donc les neuroscientifiques n'ont pas pu localiser une seule horloge dans le cerveau. Vous savez, donc le cerveau a été décortiqué, on dit ça c'est la zone de ça, c'est la zone de mémoire, la zone de KDA, la zone de KDA. Et donc on n'a pas détecté dans le cerveau une horloge, d'accord, qui sait mesurer comme un objet le temps. Responsable n'est pas. Si quelqu'un nous dit qu'il arrive, mais le paradoxe, on n'a pas une horloge dans notre cerveau qui peut mesurer le temps et chronométrer le temps. Mais si une personne nous dit que dans 5 minutes, il va arriver, j'ai un rendez-vous de lui, donc je sais mesurer dans ma tête à peu près 5 minutes, d'accord, et je vais lui dire, comment il a su que c'est 5 minutes qu'il va venir, Donc moi je vais dire, s'il m'a dit à 17h, donc comment il a pu savoir, mesurer dans son cerveau que ça va lui prendre 10 minutes pour arriver à tel endroit, d'accord? Donc
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pu mesurer dans son cerveau, d'accord, cette mesure pour me dire dans ça. Et donc je vais commencer à l'attendre après 10 minutes. Nous avons une idée du temps qui passe, des semaines et des mois. Donc nous avons une idée dans notre cerveau du temps qui passe, d'accord, c'est-à-dire une semaine, un mois, etc., etc. Et donc, cependant, toujours en neurosciences, si on n'a pas trouvé une partie qui représente la mesure, une horloge du temps, c'est à ce moment la perception du mouvement, d'accord, est connue pour être un artefact créé dans un sens spécifique dans notre cerveau. Par contre, pour le mouvement, il y a une partie du cerveau qui reconnaît, d'accord, qui est attribuée au mouvement. Et ça, ils l'ont remarqué par la perte du sens de mouvement à la suite d'une lésion cérébrale. Donc les neuroscientifiques ont remarqué que les gens qui ont une lésion cérébrale, d'accord, qu'est-ce qu'ils font? De lésion cérébrale, la détection du mouvement est un mécanisme qui augmente nos chances de survie. Et elle est également liée à la perception indirecte du temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, des expériences sur les gens qui ont eu des lésions cérébrales. Et ils ont remarqué, d'accord, que la perception du mouvement, d'accord, est fondamentale et pour augmenter les chances de survie. Donc quelque part, et puisque nous savons tous que le temps, il y a une relation avec le mouvement. Il y a une relation entre le temps et le mouvement. Donc si le cerveau, il y a une zone qui est réservée au mouvement, et comme le mouvement est lié au temps, donc automatiquement peut-être qu'il y a une zone dans le cerveau que les neuroscientifiques n'ont pas en compte. Toujours la nature du temps. Regardez, il y a aussi une autre étude qui a été faite sur des tribus à Mandoa en Amazonie par exemple. Eux, ils n'ont pas du tout le mot temps. Le mot temps n'existe pas dans le dictionnaire de cette tribu en Amazone, d'accord? Ce qui, selon certains, signifie qu'ils n'ont pas la notion de temps comme cadre dans lequel les événements se produisent. Puisqu'ils n'ont pas la notion de temps, ils ne savent pas. Donc, les événements, on les situe par rapport au temps. Donc, comment ils situent, eux, les événements? Donc, c'est une étude qui a été faite, d'accord, par nos neuroscientifiques sur des tribus d'Amandona. On se demande s'il s'agit d'un argument purement linguistique, d'accord, ou s'ils perçoivent réellement le temps différemment. Ils sont coupés du monde, d'accord, donc ça veut dire que la perception du monde est aussi liée à l'environnement dans lequel nous vivons. Peut-être il y a 150 ans, les gens percevaient le temps différemment que notre perception aujourd'hui du temps. D'accord? Donc ces personnes-là qui sont dans un environnement fermé, la perception du temps est complètement différente pour eux. Alors, deuxième question, est-ce que le temps est réellement comme une ligne? C'est-à-dire le temps est linéaire, il est comme une ligne, d'accord? La plupart de notre temps, de nous, ont tendance à considérer le temps comme linéaire, absolu. Il s'écoule. Le temps s'écoule constamment, il ne s'arrête pas. Le temps passe. Mais est-ce vraiment le cas? Et comment pouvons-nous changer notre perception pour mieux appréhender son écoulement? Je vais parler de l'écoulement. Je vais essentiellement parler de l'écoulement du temps, du passage du temps, le temps qui passe. Donc je vais parler de ça. Si le temps était une ligne, d'accord? Si le temps était une ligne, il n'explique pas la nature du temps, ni sa dynamique, ni le statut du passé, de l'avenir, ni la concaténation du présent. C'est-à-dire que si le temps était sur une ligne, je ne pourrais pas définir, séparer entre le présent Alors comment, et donc la question que je me pose, comment la ligne de temps se construit-elle alors? Le temps avance, et il avance selon une ligne. Alors comment cette ligne se construit? Comment je construis cette ligne du temps? D'accord? C'est la question que je me pose. Est-ce l'instant présent qui le parcourt progressivement, la ligne du temps? Je suis à un instant présent, et à chaque fois je le parcours, cette ligne, et ça devient notre présent, à chaque fois que je le parcours, c'est un présent, et donc en fait je vais tracer une ligne en faisant des instants qui se succèdent. Ou c'est point par point, je construis cette ligne
par des présents. Donc ça veut dire que dans cette ligne-là, c'est un présent qui se déplace, et une fois qu'il s'est déplacé, le présent est devenu passé, d'accord? Et moi, je vais avancer vers le futur. Donc, et je le construis point par point. Et à quoi tient ce que nous nommons l'écoulement du temps? Qu'est-ce que ça veut dire, l'écoulement du temps? Quand je dis le temps s'écoule, je vous pose la question, c'est quoi le temps qui s'écoule? Qu'est-ce que ça veut dire, un temps qui s'écoule? D'accord, l'écoulement du temps. Alors, j'ai ma propre idée par rapport à ça. Et quel est son moteur? S'il s'écoule, d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le fait, qui se déplace, d'accord? Donc, il est en mouvement. Il y a quelque chose qui le fait qu'il est en mouvement. Le temps même, lui-même, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est nous? D'accord? Donc, la question se pose. Est-ce que c'est l'univers qui est responsable de l'écoulement du temps? Est-ce que c'est le temps lui-même qui est responsable de lui-même pour son écoulement, ou est-ce que c'est nous qui sommes responsables de cet écoulement du temps? Mais quand on dit que le temps s'écoule, quand on dit que quelque chose s'écoule, elle s'écoule par rapport à quelque chose. Il était là, il est dans un temps, donc il s'écoule par rapport à quelque chose. Il ne peut pas s'écouler comme ça. Donc la question, il s'écoule par rapport à quelque chose, ce temps-là. Et nous admettons toujours implicitement que le temps est tel un fleuve. C'est-à-dire que le temps s'écoule comme un fleuve. C'est ma propre vision. Le temps s'écoule comme un fleuve. D'accord? Mais premièrement, quand vous voyez de l'eau qui s'écoule sur un fleuve, d'accord? Elle s'écoule. Le temps s'écoule. Donc l'eau, elle était là. Ensuite, elle est là. Derrière, en amont, il y a l'amont, il y a l'aval. Donc il y a un présent, il y a un passé, il y a un futur. Mais premièrement, le fleuve sous-entend qu'il y a un lit. Quand quelque chose s'écoule, ça veut dire qu'il y a un lit. Sur quoi elle s'écoule, cette eau? Donc le lit de la rivière, le lit du fleuve. Donc c'est le support, d'accord, sur lequel l'eau s'écoule. Donc ça veut dire quel est le support sur lequel le temps s'écoule? Ça, c'est la première question que je vous pose. Dans laquelle il s'écoule cette eau. Quel est le lit? Alors, dans quoi le fleuve temps s'écoule-t-il? C'est la question que je vous pose. D'accord? Alors, donc l'idée d'écoulement, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient habiller le temps d'une sorte de hors-temps. Ça veut dire que si le temps, d'accord, c'est lui qui s'écoule, et donc le lit, c'est quelque chose qui doit être hors temps. L'eau qui s'écoule sur un lit, le lit et le fleuve qui s'écoulent n'ont pas la même nature, d'accord? Donc ça veut dire que si le temps qui s'écoule, c'est ce fluide qui s'écoule, donc ça veut dire que le lit, c'est quelque chose qui doit être hors temps, d'accord? Donc le temps, il se met lui-même en contradiction par rapport à lui-même, en fait, d'accord? Conclusion, l'existence d'une réalité dans laquelle il passerait et qu'il serait intemporel au sens où il ne s'écoulerait pas, comme si le temps se retrouve comme attaché à son contraire. Ça veut dire que le lit, d'accord, il est hors temps, mais qui supporte le temps. Donc ça veut dire que le temps est accroché à son contraire qui est le hors temps. C'est très profond, d'accord? Donc ça veut dire que le lit, en fait, c'est quelque chose qui échappe au temps. C'est quoi donc ce qui? C'est quelque chose qui échappe au temps. Il ne sait pas dans quoi il s'écoule, ça lui échappe, parce que c'est quelque chose qui est hors de son temps. D'accord? Donc ça, c'est une question philosophique très profonde par laquelle je peux... Deuxièmement, car pour dire l'écoulement de quelque chose, il faut se référer à autre chose qui ne s'écoule pas. Pour que je dise que cette eau s'écoule, ça veut dire qu'il faut que quelque chose qui soit immobile pour voir quelque chose, une voiture passer. Ou quelque chose qui passe. Donc il faut qu'il y ait une personne qui puisse voir que réellement le fleuve s'écoule ou le temps s'écoule. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je suis sur la berge du fleuve et je vois le fleuve couler, et donc soit je suis le temps et il faut que je suis hors de ce temps pour voir que le temps est en train de s'écouler. D'accord? Donc je peux être soit
en dehors sur la berge et voir le temps s'écouler, ou bien, la deuxième situation, je pourrais changer, si au lieu d'être porté, d'être sur la berge, je me mets dans une barque. Et je me laisse porter par l'eau de ce fleuve, d'accord? Donc je peux être dans le temps et être porté par le temps. Donc ça veut dire que pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je peux avoir deux situations, soit être hors du temps et voir le temps passer, ou être dans le temps et suivre le temps avec le passage de ce temps. C'est fou par rapport à cela. Conclusion, le passage du temps ou le temps s'écoulant sera donc une question du point de vue, de référentiel. Par rapport à quoi, hein? Par rapport à quoi je vois le temps, hein? Par rapport à quoi je vais essayer de faire ma compréhension du temps. Est-ce lui qui nous emporte ou c'est nous qui le voyons passer? Est-ce que c'est le temps qui nous emporte, comme telle une barque, d'accord? Ou c'est nous qui le voyons passer? Question que je vous pose. Est-ce que c'est nous, hein? C'est le temps qui nous emporte avec lui? Il passe, il nous emporte avec lui, d'accord? Dans son passage. Ou bien, est-ce que c'est nous qui sommes en dehors et qui le voient passer? Question, d'accord? Essayez de réfléchir à cela. Que nous dit la physique à ce propos? Je laisserai le soin au professeur Lazim, hein, d'aborder ce sujet, d'accord, par rapport à qu'est-ce que dit la science par rapport à cela et qu'est-ce que disent les théories scientifiques par rapport à cela. Alors, le temps, donc question, a-t-il, oui ou non, un lit, comme le fleuve qui s'écoule? Alors, est-ce que le temps a un lit comme le fleuve qui s'écoule, d'accord? C'est une question que je pose. La question demeure forte, mais sa formulation a évolué avec le temps. Sa formulation a évolué avec le temps. Elle se pose désormais en ces termes. D'accord? La ligne du temps existe-t-elle intégralement développée ou se construit-elle point par point? C'est-à-dire, et là je pense que notre professeur Nazim va nous parler, c'est l'univers bloc, c'est-à-dire que le présent, le passé et le futur existent déjà. Ils ont déjà été créés lors de la création de cet univers. Donc, certes, notre destin, il est déjà tracé. Donc, notre destin est déjà là. L'avenir est déjà là. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, le passé, le présent et l'avenir n'existent pas. Hein? Il n'y a qu'un seul temps. D'accord? Et donc là, c'est un autre point, donc l'ordre chronologique. Ce qu'ils entendent qu'il n'existe pas que le point en train d'être créé, à savoir l'instant présent. Comme l'a dit, l'instant présent est le seul qui soit valable pour nous et c'est la porte qui mène à tous les moments. C'est par rapport au présent. La seule chose que nous pouvons définir, c'est l'instant. C'est le présent où on est, d'accord? Autre chose, ça nous échappe réellement. L'écoulement, alors, ça c'est la nature du temps. Mais comme j'ai dit, quel est le moteur du temps? Donc ça veut dire que s'il s'écoule, il a une vitesse. Le temps a une vitesse avec laquelle il s'écoule. Donc l'écoulement du temps a-t-il une vitesse? Je vous pose la question. Est-ce que l'écoulement du temps a une vitesse? Nous parlons du temps comme s'il avait une vitesse. Et parfois même une accélération. Parce qu'on dit, le temps ralentit. Le temps ralentit, le temps s'arrête, d'accord? Et le temps s'accélère pour moi, hein? Le temps s'accélère pour moi. Donc parfois directement tiré de l'image du fleuve en mouvement. Oups! Mais si l'on peut définir et mesurer la vitesse d'écoulement d'un fleuve, la physique exclut ceci, qu'on puisse parler d'une vitesse d'écoulement du temps. Pourquoi la physique exclut qu'on parle d'une vitesse d'écoulement du temps? Parce que la vitesse, c'est toujours une dérivée par rapport au temps. Une vitesse, c'est toujours une dérivée par rapport au temps. Attribuer une vitesse au temps, c'est exposer donc, et donc le temps est pris au piège. Parce que pourquoi? Parce que cela supposerait de pouvoir exprimer la variation du rythme du temps par rapport au rythme du temps lui-même. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire la dérivée d'un temps par rapport à un temps?
Donc ça veut dire que physiquement, c'est pas vrai. La physique exclut que je puisse parler de la vitesse. Bon, moi, je dis pas par rapport à l'aspect. C'est pour ça que je dis vous allez apporter votre contribution par rapport à la science. L'écoulement du temps a une vitesse toujours. Donc, selon Newton, le temps coule uniformément. Lui attribue implicitement une vitesse constante, mais impossible à définir. Bon, je vais revenir sur ceci. C'est comme si je dis. Je reviendrai dire que le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures. Le temps avance de 24 heures tous les 24 heures. C'est ça, en fait, de dire la vitesse du temps. Le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures. Je laisserai. Mais qu'est-ce qui fait s'écouler? Qu'est-ce qui fait que le temps s'écoule? Dans le cas du fleuve, on connaît parfaitement le moteur. Quand il s'agit d'un fleuve qui s'écoule, on connaît le moteur. Parce que pourquoi? Dans un fleuve, c'est la gravité qui fait couler le fleuve. Parce qu'il y a toujours l'amont et l'aval. D'accord? L'amont est toujours plus élevé que l'aval. Parce que l'aval, il va vers la mer. C'est le niveau le plus bas. Donc un fleuve toujours coule de l'amont à l'aval. De l'altitude la plus haute vers l'altitude la plus petite. C'est comme ça que l'eau coule. Et c'est grâce à la gravité. Donc ça, c'est connu. Et donc, mais pour le temps, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui fait écouler le temps? Quel est son moteur dans ce cas-là? Pas de gravité dans le temps. Je vais dire qu'il n'y a pas de gravité. Donc M. Nazim va nous parler si la gravité influe sur le temps. Oui, d'accord. Bien sûr, elle n'entre pas en jeu. Moi, je parle du temps subjectif, d'accord. Dans le temps subjectif, donc la gravité n'a pas de lieu. Mais Nazim va vous montrer que réellement, elle a une importance. N'entre pas en jeu dans l'écoulement de temps. Hier, aujourd'hui et demain sont des moments équivalents, au sens qu'ils sont comme à la même altitude. Il n'y a pas de différence de niveau par rapport au passé, au présent. Ils sont en même altitude, ils sont au même niveau, d'accord? Donc, il n'y a pas de gravité. Qu'est-ce qui fait que le temps s'écoule, d'accord? Donc, quel est le moteur? Alors, qu'est-ce qui pousse le présent à s'écouler vers le futur en fabriquant du passé? Mais ce petit moteur qui tire le fil et qui continue de renouveler le présent, qu'est-ce que c'est donc? Serait-ce le temps en soi, capable de se produire lui-même, ou bien cette dynamique émaniterait de notre propre mouvement dans l'espace-temps? Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse, nous meut et nous déplace? Alors, par quel mécanisme le temps parvient-il à avancer sans cesse de façon à maintenir la présence permanente d'un présent qui n'est jamais le même? S'agit-il d'une entité physique ou serions-nous victimes d'une illusion, d'une apparence? Et alors, d'où nous viendrait cette perception? Et donc là, beaucoup de physiciens théoriciens, comme le physicien Carlo Rovelli, spéculent que le temps ne coule pas, ni même il n'existe. C'est une illusion. Donc que le temps, c'est juste une illusion, il n'est pas une réalité, d'accord? Ce n'est qu'une apparence, d'accord? Il n'existe pas. Et je veux dire, tout est relatif en fait. Regardez pourquoi je dis tout est relatif. Pourquoi c'est une illusion? Comme un enfant qui devient un adulte et qui réalise à quel point son monde est grand, est-il possible qu'à l'âge adulte, notre géométrie mentale continue également à prendre conscience de ses expériences? Je vais vous dire, quand j'étais enfant, j'avais peut-être 6 ans, nous habitions dans un quartier populaire, et ma grand-mère me disait d'aller acheter le pain chez l'épicier. Il me paraissait très loin, cet épicier. Je lui ai dit, c'est trop loin, grand-mère. Je ne vais pas aller jusqu'à l'épicier pour acheter le pain. Et quand je suis devenu adulte, et je suis revenu chez ma grand-mère, l'épicier me paraissait juste à côté. Parce que tout est relatif. Vous savez, une mouche, sa durée de vie, c'est quelques jours. L'éléphant, sa durée de vie, c'est des siècles. Parce que c'est relatif à la dimension. Donc il y a une relation fondamentale, d'accord, entre la dimension et la vitesse d'écoulement du temps. Parce que pourquoi? Parce qu'on vieillit plus vite quand on est très petit et on vieillit moins vite quand on est très grand, donc la longévité. Et ça, regardez,
il y a une expérience qui a été faite. Un bébé qui n'a pas de mémoire autobiographique, il ne se rappelle pas, d'accord? Il est heureux, il pleure, il a faim, il est malheureux, d'accord? Mais un bébé vit tout cela, mais il ne se souvient pas du froid qu'il a eu le mois dernier. Il ne s'inquiète pas de savoir si la température va bientôt baisser à nouveau, d'accord? Donc, quand il est bébé, il n'a pas cette notion du temps. La perception du temps, pour lui, n'existe pas. Mais, progressivement, un enfant bas âge commencera à développer un sens de soi. À ce développement vient une compréhension du temps, de la différence entre hier et demain. Le temps n'est pas seulement au cœur de la façon dont nous organisons la vie, mais aussi de la façon dont nous la vivons. Le temps n'est pas seulement au cœur de la façon dont nous organisons la vie, mais aussi de la façon dont nous la vivons. Donc le temps fait partie intégrante de nous-mêmes. Et donc, comment peut-on ralentir le temps? Dernière question, comment peut-on ralentir le temps? La question qui m'a été le plus souvent posée par mes enfants sur la perception du temps est la suivante. Comment pouvons-nous ralentir le temps? On ne peut pas. Comment ralentir? Alors, je n'ai pas de réponse propre, d'accord? Mais en attendant, je peux vous dire que le temps semble effectivement s'écouler plus lentement si vous vous ennuyez, si vous êtes déprimé, si vous vous sentez seul ou rejeté. Le temps vous paraît très lent, il ralentit, le temps ralentit. Mais il y a une chose que je sais, plus le temps est heureux, plus il semble court. Voilà. Et donc, comment pouvons-nous ralentir le temps? La question m'a été posée, comme je dis, et je vous recommande ce livre qui a été écrit par Claude Garamond, d'accord, sur cette notion, d'accord, du temps qui ralentit, où elle le développe mieux que moi. C'est tout un livre qui est écrit par rapport à ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je vais terminer par ça. Les animaux ont-ils le sens du temps? Il est peu probable qu'ils aient conscience de leur mort. Donc, selon nos conjonctures, ils ne devraient pas avoir de sens du temps. Si vous grandissez sur une île, sans contact avec d'autres humains, auriez-vous le sens du temps? Si vous étiez seul sur une île, vous viviez seul sur une île, est-ce que vous aurez une connaissance du sens du temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Il semble évident que vous n'auriez pas de langage au sens conventionnel du terme. Certains philosophes pensent que vous n'auriez même pas des pensées du tout. Mais le sens du temps vient-il avant les pensées ou après? Est-il donc possible que le temps change à mesure que nous vieillissons? Est-ce que la perception du temps, quand on est jeune ou quand on est vieux, et le temps vient en vieillissant? Donc nous avons l'impression que les années se raccourcissent. Plus on devient vieux, puisque nous attendons que le temps s'accélère, d'accord, et que les journées se raccourcissent. Voilà. Et donc je vais vous terminer par ça, que tout ça est une illusion, que la perception peut nous tromper. Je vais faire un petit exercice avec vous, rapidement, d'accord? Je vais tous vous demander de faire cette addition avec moi à voix haute, d'accord? Tout le monde va me dire, je vais vous demander, combien? Tout le monde, combien? À voix haute? 1000. Plus 40, ça fait combien? 1040. Plus 1000? 1040. Plus 30? 1070. Plus 1000? 370. Plus 20? 370. Plus 1000? 470. Plus 10? 7000. Vous êtes tous trompés. 4100. Vous voyez que pourquoi c'est la nature de notre cerveau. Le cerveau se rappelle que des grands chiffres. Il ne se rappelle pas des petits chiffres. Donc ça veut dire que ne faites pas confiance à vos sens. Regardez et regardez plusieurs fois pour en être sûr. Voilà, je vous remercie. Et je vais passer la parole à M. Nazim. Excuse-moi. Je remercie Hafid pour ses développements. Je vais me permettre
d'essayer de rentrer dans quelque chose qui pourrait au début paraître un peu compliqué, puisque la tâche qui m'a été dévolue est de parler du temps en physique. Et si on parle du temps en physique, il va falloir quand même parler un petit peu de physique. Alors je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette discipline. Est-ce que pour vous la physique est quelque chose de difficile ou de simple? Donc il n'est pas exclu que ça soit un peu complexe dans une première approche. Et pour ça, je vous demanderai, puisque c'est quelque chose de grand public, on n'est pas ici à l'université, c'est de m'arrêter et de me dire s'il y a besoin d'éclaircissement ou peut-être de changer de direction si c'est trop compliqué. Voilà. J'ai quand même un objectif en tête, c'est d'essayer de vous montrer comment que selon la manière dont on perçoit le temps, notre image du monde dans lequel on vit change. Et pour cela, je prendrai deux domaines importants de la physique, qui est celui de la mécanique et celui de la cosmologie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il ne s'agira pas ici de temps subjectif au sens où en parlait Hafid, et c'est ce dont parle d'ailleurs un philosophe qui a consacré une grande partie de son œuvre à cette question-là, le temps subjectif. Il s'agit de Bergson, pour ceux qui le connaissent, et lui essaye, pour reprendre un terme philosophique, une ontologie au temps, c'est-à-dire qu'est-ce que le temps en lui-même est une peine perdue. Ça ne sert à rien, on va vers une impasse. La question de parler du temps comme étant la marque du passé, du présent et du futur est une question qui n'a pas de réponse, et il démontre qu'il n'a pas de réponse. Un élément pour vous indiquer comment il le fait, c'est de dire que le moment présent est le seul que je peux vivre, puisque le passé n'existe plus et l'avenir n'existe pas encore. Et on pourrait à ce moment-là dire que le temps, c'est la marque du présent. Mais le problème, c'est que le présent lui-même, à peine quand il arrive, il est déjà du passé et donc il n'existe plus. Et c'est ce qui rend cette question, en fait, indécidable. Et donc la question de l'ontologie du temps au sens subjectif doit se poser ailleurs, et pas sur la question de la nature du temps, mais juste de sa perception. Et de ça, vous arrivez, et par rapport à ce qu'a dit Hafid aussi, en parlant d'autres aspects, on arrive à comprendre quelque chose très vite. C'est, pour utiliser un mot compliqué, on dit qu'il existe une polysémie du temps. C'est-à-dire, en fait, on est en train de donner un nom à plusieurs choses différentes. On considère qu'il y a un temps, mais en fait, pas du tout. En fait, il y a plusieurs concepts. Et selon notre culture, selon notre façon de voir les choses, on dit c'est le temps. Mais en fait, ça n'existe pas du tout. C'est pas que le temps n'existe pas, c'est le fait que tous ces concepts puissent être unifiés sous une seule bannière qu'on appelle le temps. Ça, ce n'est juste pas possible. Il y a une ancienne question philosophique qui est toujours dialectique, c'est-à-dire quand je dis dialectique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion finale à cette question. Elle existe depuis au moins les Grecs, mais elle a été rééditée dans plusieurs périodes de la pensée humaine. C'est de dire, est-ce que c'est le mouvement qui marque le temps ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le temps qui apparaît parce qu'il y a un mouvement? Est-ce que c'est le mouvement qui marque le temps? Ou est-ce que c'est le temps qui marque le mouvement? C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin du temps pour exprimer le mouvement? Et donc ici, il y a une dialectique. Et à chaque fois qu'on fait un choix, à chaque fois on dit, on décide. Non, c'est le temps qui marque le mouvement. C'est-à-dire, le mouvement préexiste et est nécessaire à définir le temps. Et donc, on va trouver une contradiction. Et si on dit non, c'est le mouvement qui marque le temps, ça peut être satisfaisant pour expliquer certaines choses, mais à un moment, on arrive aussi à une contradiction. C'est dans ce sens-là précis que c'est une dialectique. C'est-à-dire qu'il n'y a, c'est Jadélia, il n'y a pas
de solution à cette question-là. Et en permanence, à chaque fois, on arrivera à utiliser une partie de la définition, c'est-à-dire le temps marque le mouvement par exemple, et ça nous permettra de résoudre des problèmes. Et après, à un moment, on s'arrêtera parce qu'il y a des problèmes qu'on ne pourra pas résoudre, pour lesquels on aura besoin de dire l'inverse. Non, c'est le mouvement qui marque le temps, et ainsi de suite. Donc la question dialectique ici n'est pas close, elle est même permanente dans toutes les questions qui sont posées autour du temps, quel que soit ce que l'on veut dire par le temps. Alors en physique, on s'en sort au début de manière assez facile. On dit, on oublie cette histoire de temps et on ne parle que de durée, c'est-à-dire du temps qui passe à partir du moment où on synchronise nos horloges. Il n'existe pas quelque chose comme étant le temps universel ou absolu. Il n'existe du temps qu'à partir du moment où les deux protagonistes décident de dire on est au même temps à un moment donné. C'est-à-dire on va synchroniser nos montres, on est exactement dans le même temps, marqué par le mouvement ici, puisque c'est une montre. Et à partir de ça, tout ce qui va s'écouler pour vous et pour moi, puisqu'on a synchronisé nos montres, tout ce qui va s'écouler, c'est ce qu'on va appeler le temps. Voilà. Sous-entendu, la durée qui nous sépare du moment où on a synchronisé nos montres. Alors, s'il y a une question pour ça, je veux bien, si vous avez... C'est très important de saisir cette notion de synchronicité pour essayer de comprendre comment le concept de temps en physique évolue après. Donc le fait de pouvoir se synchroniser est un préalable pour pouvoir parler de temps après. Alors, la personne qui intègre ça dans la physique et qui, à partir de ce concept-là, nous permet de décrire le mouvement, c'est Newton. Newton le fait très bien, et dans toute sa conception du mouvement, il considère que ce temps-là est un paramètre nécessaire pour décrire le mouvement. Alors lui, il décide. Il n'y a pas de dialectique pour lui au départ, mais il se rend très vite compte qu'il a besoin de réintégrer la dialectique à un moment. Il dit, alors oui, la question philosophique, est-ce que c'est le temps qui marque le mouvement, est-ce que c'est le mouvement qui marque le temps? Il dit, bon, je m'en fous de ces questions-là, c'est des questions pour les philosophes. Non, c'est le temps qui marque le mouvement. Point mort. Voilà, donc j'ai besoin du temps, le temps est un paramètre, et ce paramètre-là me permet de décrire le mouvement. Tous ceux qui ont fait le lycée savent savent tous que et c'est précisément ça qui veut dire Tessera, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps, et c'est donc le temps qui est le paramètre qui définit l'équation de l'évolution de la dynamique. Lui dit, ok, le temps, c'est lui le premier, c'est lui qui est avant le mouvement. Très vite, pour décrire sa théorie, il n'a pas besoin d'une autre hypothèse. Tout fonctionne très bien. Le problème, c'est quand on veut confronter cette théorie avec l'expérience. Et bien, quand on est confronté à l'expérience, on est obligé de mesurer le temps. Et pour mesurer le temps, qu'est-ce qu'on utilise? Un chronomètre. Une horloge. Une horloge, et l'horloge, elle est basée sur le mouvement. Ouais. Donc Newton commence à nous expliquer que c'est le temps qui permet de marquer le mouvement, c'est-à-dire c'est le paramètre qui permet de définir le mouvement. Mais pour vérifier sa théorie, on a besoin d'un appareil, et cet appareil, alors si vous avez une montre, il y a un moteur, donc c'est le mouvement qui va marquer ce temps-là. Bien avant les montres, il y avait les cadrans solaires, et c'est le mouvement du soleil par l'ombre projetée sur le sol qui nous donne le temps. Donc ici aussi, dès que l'on veut mesurer, on a besoin de considérer le mouvement comme étant celui qui marque le temps, alors que la théorie de Newton nous dit non, c'est le temps qui marque le mouvement. On voit bien ici la question dialectique. Et cette dialectique n'est pas tranchée. C'est juste une vision du temps du point de vue théorique et une vision du temps du point de vue pratique. Les deux doivent coexister, puisque je dois valider la théorie par l'expérience, et donc les deux visions du temps sont nécessaires, bien qu'elles soient contradictoires, mais complémentaires. Et c'est cette contradiction
et cette complémentarité qui forme le sens de la dialectique. La dialectique, c'est bien ça, c'est des choses qui sont opposées, mais qui sont nécessaires ensemble pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc c'est ce que je voulais dire par dialectique au départ. Donc il y a cette dialectique dans la conception du temps newtonien, et donc du point de vue théorique, Newton fait ce choix-là, décrit ces équations-là en considérant que le temps, c'est lui le paramètre qui marque le mouvement, et il donne au temps une propriété. Et plus tard, dans les théories qui suivront, on ne remettra pas en question le fait que le temps, c'est lui qui marque le mouvement, c'est-à-dire qu'il est le paramètre essentiel et le paramètre primitif qui décrit le mouvement. Par contre, c'est cette propriété que donne Newton au temps qui va être remise en question et qui va faire l'évolution du temps en physique. Cette propriété, c'est le fait que le temps est absolu. C'est-à-dire que s'il s'écoule pour vous 1 minute, eh bien, pendant ce temps-là, pour moi, il se sera écoulé aussi 1 minute. Et ça, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes sur Terre, vous êtes chez vous, vous êtes allongé, vous êtes debout, etc. C'est dans ce sens-là que les philosophes parlent du temps physique qui est un temps objectif. Absolument. Voilà, c'est la propriété objective, c'est cette opposition que fait Bergson entre le temps objectif et le temps subjectif dont nous parlait notre ami Hafid. C'est ce fait que le temps là, avec ce choix particulier théorique qui est de dire que c'est le temps qui préexiste au mouvement, c'est lui qui est nécessaire à marquer le mouvement et qui est contredit très vite par l'expérience, mais en tout cas au niveau théorique, c'est ce qui est, c'est comme ça que c'est décrit. Ce temps-là a une nature absolue. Il est le même pour tout le monde. Ça veut dire que qui تفوت ساعة عندكم تفوت في هذاك الوقت في هذيك الساعة c'est نفس الساعة اللي غادي تفوت في que ça soit aux États-Unis, en Afrique du Sud, sur Mars, dans une autre galaxie, c'est toujours نفس الساعة اللي غادي تفوت. C'est-à-dire الزمن ما يتبدل. Enfin, دور الزمن ما يتبدلش في الزمن. C'est plutôt ça. Alors, ce concept-là, il a créé toute la mécanique et tout ce qui s'appelait la physique moderne à partir de Newton. Et on s'est rendu compte que cette question-là, nous a imposé une vision du monde. Et une vision géométrique du monde. Je m'explique. Ça veut dire que quand je vois quelque chose dans l'espace, je ne la vois que dans... Alors ça sera peut-être un peu compliqué, hein, je préfère vous prévenir au départ, mais après n'hésitez pas s'il y a des exemples. Avant d'arriver justement à cette relativité, si le temps est le même pour tout le monde, si je regarde quelque chose, un objet, on va dire le soleil, celui qui est à côté de moi va voir exactement le même objet. Celui qui est un peu plus loin va voir exactement le même objet, de sorte à ce que tout le monde voit le soleil au même endroit. Ce qui fait que pour décrire ce soleil, je n'ai besoin qu'une position dans l'espace. Cette position, c'est quoi? C'est à quelle hauteur il est, à quelle distance horizontale il est, à quelle profondeur il est et à quelle hauteur il est. C'est-à-dire que ce concept-là nous mène à penser le monde comme étant géométriquement dans un espace à 3 dimensions. C'est-à-dire que la position des objets est complètement suffisante pour définir l'état dynamique d'un système. C'est-à-dire, je connais sa position, je n'ai pas d'autres informations, je n'ai pas besoin d'autres informations pour décrire dynamiquement, d'après la théorie newtonienne, cet objet-là. Et donc, seules les positions à 3 dimensions comptent dans notre vision du monde. Et ça vient, vous allez comprendre pourquoi, ça c'est un peu compliqué, vous allez comprendre pourquoi ça vient du fait qu'on considère que le temps est absolu, puisque en même temps, tout le monde voit la même chose. Puisqu'il existe quelque chose qui s'appelle en même temps, puisque nous avons tous le même temps quand le temps est absolu. Eh bien, il arrive quelque chose, et quelqu'un, qui s'appelle Albert Einstein, mais bien un peu avant lui, certains ont fait une observation
et c'est une observation qui est vraiment expérimentale, elle n'est pas négociable, elle est liée au fait que la lumière a une vitesse finie et elle est la même partout. Elle est absolue, elle n'est pas relative. Beaucoup de gens pensent qu'en relativité, on dit que tout est relatif. Non, la relativité, c'est certaines choses sont relatives parce que certaines choses ne le sont pas. Justement, pour pouvoir décrire la relativité des choses, ce qui ne l'est pas, c'est la vitesse de la lumière. Alors je vais essayer d'expliquer comment que cette information-là, que la lumière a une vitesse constante, va changer à la fois notre idée de la nature objective du temps, et quel impact elle va être sur notre vision du monde. Alors, je vais vous indiquer quelque chose d'assez simple. En conférence grand public, on va commencer par quelque chose d'assez simple pour se rendre compte très vite qu'on ne voit pas les choses. Personne ici ou ailleurs, n'a jamais vu une seule chose. La preuve, elle est très simple. Alors, ça peut paraître paradoxal de dire ça comme ça, mais c'est plus aussi pour capturer votre attention. Je vais faire une petite expérience assez simple. Je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez. Vous allez me dire, je vois une bouteille. Très bien. Voyons que vous ne voyez pas la bouteille. Imaginez que je m'éloigne. Qu'est-ce que vous remarquez ? Si je m'éloigne de plus en plus, la bouteille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va être de plus en plus petite. Question à pas très cher. Est-ce que la bouteille a changé de taille ? Non. Non, donc vous ne voyez pas. Vous voyez quelque chose qui devient de plus en plus petit. Et la bouteille n'est pas de plus en plus petite. Donc clairement, ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la bouteille. La bouteille. Vous ne voyez pas la bouteille. Vous ne voyez que l'image de la bouteille sur votre rétine. Alors ça, c'est assez simple. Hein. C'est pas ça que je voulais dire quand je voulais dire que ça va être compliqué. Hein. C'était pas ça. Donc on ne voit que l'image de la bouteille. C'est très simple. De toute façon, la bouteille est là. On éteint la lumière. Vous ne voyez plus la bouteille. La bouteille est toujours là. Donc clairement, ce que vous voyez avant, c'était pas la bouteille, c'est l'image. Et donc, par là même, vous comprenez assez vite qu'on ne voit pas les objets. On ne voit absolument pas les objets. Qu'est-ce que vous avez vu exactement ? Vous ne voyez que la lumière qui s'est réfléchie sur l'objet et la partie de la lumière qui s'est dirigée vers votre rétine. Alors jusque-là, c'est très simple. Revenons à notre groupe de personnes qui regardent le soleil. En sachant que la lumière a une vitesse constante. Ça, c'est très important. Vous savez à peu près où se situe le Soleil par rapport à nous ? À quelle distance ? 150 millions de kilomètres. Voilà. Et vous avez une idée de la valeur de la vitesse de la lumière ? 300 000 kilomètres. 300 000 kilomètres par seconde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous voyez le Soleil, que vous appelez maintenant, quand vous voyez le Soleil, vous ne voyez que la lumière du Soleil qui est arrivée vers vous. Et cette lumière, est-ce qu'elle est instantanée ? Non, 8 minutes. Puisqu'elle a une vitesse constante. Et donc, si vous faites un petit calcul, et vous connaissez la distance, 150 millions de kilomètres, et vous savez à quelle vitesse la lumière s'est déplacée, vous vous rendrez compte que vous ne voyez que la lumière qui est partie du Soleil il y a 8 minutes. 8 minutes. La conséquence est très simple. Vous ne voyez pas le Soleil. Vous voyez le Soleil il y a 8 minutes. 8 minutes. Et donc, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est ailleurs ? Il va voir le Soleil. Il y a 9 minutes. Il y a 8 minutes, virgule. Il ne va pas voir le Soleil au même moment où vous le voyez. Qu'est-ce que ça implique sur notre vision de l'espace ? Ça nous impose que l'espace maintenant, chaque objet... Alors, ce que je suis en train de dire pour le Soleil, c'est flagrant parce que 8 minutes, vous le sentez. Pour tout le monde sent que c'est 8 minutes. Mais mettez votre main devant vous, regardez votre main, et vous ne voyez votre main que comme elle était il y a quelques milliardièmes de secondes. Le temps que la lumière vienne de votre main à votre rétine. Alors, c'est pas beaucoup, quelques milliardièmes de secondes, mais au sens strict, vous ne voyez pas votre main. Et donc, si vous voyez... Moi, je vois ma main il y a, on va dire, une fraction de milliardième de seconde. Vous voyez ma main un peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est que dans la vision que l'on a de notre espace, les événements, les objets qu'il y a dans notre espace, non seulement ils ont des positions dans l'espace, c'est-à-dire ils sont dans un espace à 3 dimensions spatiales, mais on doit leur rajouter une étiquette
Le temps. Voilà. Et donc, quand vous voyez votre soleil, normalement, quand vous voyez, je dis bien votre soleil, et pas votre au sens notre, votre individuellement, chacun d'entre vous, vous voyez votre soleil, normalement, sur le soleil, vous mettez pas uniquement la distance, c'est-à-dire vous mettez normalement 105, vous mettez une étiquette pour dire où est le soleil, vous mettez une étiquette, vous mettez 150 millions de kilomètres. Mais il faut rajouter en bas, il y a 8 minutes. Il y a 8 minutes. Ça veut dire qu'il y a une dimension supplémentaire. C'est ce que je voulais dire par ça, ça allait être un peu compliqué, hein, c'était de ça dont je parlais. Il y a une dimension supplémentaire à l'espace. L'espace, à partir du moment où on a compris que la vitesse de la lumière n'était pas infinie, elle ne se déplaçait pas de manière instantanée, à partir du moment où on a compris ça, on ne peut plus considérer l'espace comme étant un espace géométrique à 3 dimensions, mais on le voit bien ici qu'on ne peut le considérer que comme un espace à 4 dimensions. Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais souvent, chez les étudiants, il y a cette question, même dans certains livres, on a pu le lire, les gens disent on ne peut pas voir à 4 dimensions. Ben non, c'est complètement faux. On ne peut voir qu'à 4 dimensions. En fait, on ne peut pas voir à 3 dimensions. On peut dessiner à 3 dimensions. Mais dessiner, ce n'est pas voir. Voir, c'est mesurer. Et quand on veut mesurer quelque chose, on est obligé de rajouter sur l'étiquette de la position, c'est-à-dire les 3 dimensions de la position, on est obligé de rajouter un chiffre. Et ce chiffre, c'est qui est un chiffre. Cette durée-là, c'est la 4e dimension de l'espace physique. Et en fait, vous voyez comment que, par une découverte, qui est le fait que la vitesse de la lumière soit constante, on change la nature du temps. Ici, le temps n'est plus le temps newtonien absolu. Par contre, il est toujours le temps qui marque le mouvement. Ça n'a pas changé. Le temps marque toujours le mouvement dans cette théorie qu'on appelle la relativité restreinte. Mais par contre, sa caractéristique, sa propriété d'être absolu n'existe plus. Il n'est pas le même partout. C'est très simple, ça dépend. Quelqu'un qui voit le soleil de Mars ou quelqu'un qui voit le soleil de la Terre, il ne le voit pas au même moment. Et donc, il ne voit pas le même soleil parce qu'il a pu changer entre-temps. Quelque chose qui, quand on mène ce raisonnement un peu jusqu'au bout, on se rend compte que les étoiles que vous voyez, alors je ne sais pas si on est dans quelle direction, mais bon, en général, nous on arrive encore, comme on n'est pas complètement envahi par la pollution, on arrive à voir quand même des étoiles assez éloignées. Il y a des étoiles qui sont à des distances de plusieurs dizaines de millions d'années-lumière. Tout simplement, ça veut dire, cette phrase-là, c'est une phrase dans un espace à 4 dimensions. C'est-à-dire, on est en train de dire qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'années-lumière, il a mis ce temps-là pour nous arriver. Et comme la plupart de ces étoiles ont des durées de vie limitées, la plupart des étoiles que vous voyez, qu'on voit là maintenant, elles n'existent déjà plus. Alors qu'on les voit. On les voit parce que la lumière a mis du temps pour nous arriver. C'est la vision la plus radicale d'un espace à 4 dimensions. En fait, c'est pour vous expliquer que, justement, on a changé la nature du temps, la propriété du temps d'être absolue. Le temps est relatif, ça dépend de l'endroit où vous êtes, par rapport à de quel endroit la lumière a démarré. Et parce que le temps n'est plus absolu, qu'il est relatif, alors notre vision de l'espace a changé. Avant, on comprenait que l'on voyait un espace à 3 dimensions. Depuis, on sait que l'on voit un espace à 4 dimensions. Donc la vision qu'on a de l'espace dans lequel on évolue dépend de notre conception du temps. Et la conception du temps dépend de la manière dont on mesure. Comme on mesure avec de la lumière, eh bien, c'est comme ça que ça s'influence. Alors, de ce point de vue-là, on est donc ici toujours en mécanique, sauf qu'il y a la mécanique newtonienne, et on dira qu'il y a la mécanique relativiste, au sens de la relativité restreinte. Et dans ces deux aspects-là, le temps marque toujours le mouvement, c'est-à-dire il est le paramètre qui marque le mouvement, mais le temps n'a pas la même propriété, c'est-à-dire dans un cas il est absolu, dans l'autre il est relatif. Excusez-moi, je vais juste
il y a eu après une évolution radicale. Alors, pour la comprendre, il faut savoir une chose sur les... On va pas décrire ici des équations, ce n'est pas le lieu, mais il faut comprendre une chose sur les équations de la mécanique, qu'elles soient newtoniennes, c'est-à-dire où le temps est absolu, ou qu'elles soient relativistes, c'est-à-dire où le temps est relatif. Dans les deux cas, le temps n'a pas la même caractéristique, mais il a la même nature, c'est-à-dire il marque le mouvement. Et quand on voit comment que le temps marque le mouvement, on se rend compte de quelque chose. On se rend compte que lorsqu'un système évolue, parce qu'il y a des forces qui agissent sur lui, si l'on passe le film à l'envers, eh bien, il va parcourir le même chemin dans le sens inverse. C'est-à-dire, ici, on parle de réversibilité du temps. Alors pour les gens qui aiment un peu les équations, c'est assez facile. Si vous prenez le temps dans les équations newtoniennes ou de la relativité et vous mettez moins le temps, l'équation ne se il n'y a pas de changement d'équation. Ça veut dire tout simplement qu'il y a, dans les équations théoriques, ces équations-là portent la nature de la propriété que le temps est réversible. Et tel qu'on le décrit, c'est que s'il y a une évolution, si j'inverse le temps, l'évolution se fait de la même manière, mais sur la même trajectoire, mais inverse. Il y a d'autres domaines de la physique. Il n'y a pas que la mécanique, qu'elle soit newtonienne ou relativiste. Il y a d'autres domaines qui sont réunis dans ce qu'on appelle la physique statistique, à l'intérieur de laquelle il y a la thermodynamique et d'autres aspects, qui sont en fait la physique des objets complexes, où il y a énormément de particules. Et on se rend compte dans ces cas-là, que ça soit expérimentalement ou théoriquement, qu'on ne peut pas aller dans un sens et dans l'autre de la même manière. Un exemple très simple que tout le monde peut connaître et qui n'est pas lié à la mécanique, puisque dans la mécanique il n'y a pas la notion de température. Si vous prenez un tissu ou quelque chose, n'importe quoi, une bouteille, un morceau de bois, et vous frottez la nappe, par exemple, vous allez remarquer que la température de la nappe augmente, chauffe, va chauffer. On aurait tendance à dire, je laisse le morceau, si c'était réversible, je laisse le morceau de bois, et si je refroidis, le morceau de bois va bouger dans le sens inverse. C'est ça ce que ça veut dire réversible. Et clairement, c'est pas ça qui se passe. Clairement, c'est pas parce que Radin Berret Haja que Radin Toulitaz dans l'autre sens. Donc, il y a des disciplines de la physique où il n'y a pas de réversibilité, contrairement à la mécanique, qu'elle soit newtonienne ou relativiste. Ça montre quelque chose d'important et ça souligne ce que je nommais tout à l'heure, la polysémie du temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses différentes que nous, on appelle le temps. Et c'est pas la même chose. Le temps de la mécanique newtonienne n'est pas la même chose que le temps de la mécanique relativiste, n'est pas la même chose que le temps dans la thermodynamique ici, dans le fait de frotter quelque chose qui chauffe, si je le refroidis, ça défrotte pas. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, l'erreur importante, l'erreur qui est faite et qui nous empêche de comprendre finalement les différents aspects du temps, c'est de faire l'hypothèse qu'il existe un seul genre de temps. Voilà. L'erreur fondamentale, elle est là. Non, s'il y a une polysémie du temps, c'est peut-être qu'il y a je veux dire un mot un peu compliqué, une polyontologie du temps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses différentes que nous, culturellement, par limite intellectuelle, par facilité de langage, on appelle le temps. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le temps. Il y a le temps par rapport à cette expérience, il y a le temps par rapport à cette expérience, il y a plusieurs aspects. Et la question que se posent les physiciens, c'est de se dire, est-ce que l'on peut justement unifier ces concepts de temps dans une théorie dans laquelle on aurait un seul temps qui, si on est dans ces cas-là, ça sera le temps newtonien, si on est dans ces cas-là. Alors, je vais vous spoiler tout de suite, cette théorie n'existe pas. Voilà.
des gens y réfléchissent. Hafed a parlé de Carlo Rovelli tout à l'heure. Je vais aborder brièvement, sauf s'il y a après un intérêt pour cette question, je pourrais rentrer plus dans les détails, ce qu'espère faire Carlo Rovelli et dans quelle école il se positionne. Donc ici on voit bien que si le temps marque le mouvement, il y a plusieurs propriétés au temps. Suivant certaines expériences, on peut le considérer comme absolu. D'autres expériences, comme notre observation du Soleil, on a vu que le temps était obligatoirement relatif. Il dépendait de la personne qui observe. Dans ces deux cas, même si les temps sont différents, ils ont des points communs, c'est-à-dire les deux sont réversibles. C'est-à-dire je peux inverser dans le temps et que le phénomène se passe exactement à l'envers. En thermodynamique, le temps n'est plus réversible. Donc toutes ces propriétés-là sont objectivement différentes. Est-ce qu'il existe un temps qui englobe ces temps-là et qui devient chaque temps dans chaque chose, dans chaque cas particulier? C'est une question qui reste ouverte et je vais essayer de vous dire comment on espère s'en sortir. Cela dit, on n'a pas réussi. Mais et quelles sont les voies, en particulier celle de Carlo Rovelli? C'est de revenir, et c'est pour ça que c'est très lié à la philosophie, c'est de revenir à la première question philosophique dont on parlait, c'est-à-dire est-ce que c'est le temps qui marque le mouvement ou est-ce que c'est le mouvement qui marque le temps? Eh bien, il y a une position radicale de certains physiciens qui disent ce n'est pas la théorie qui doit nous dire ce que c'est que le temps. On fait des hypothèses sur le temps pour faire des théories, mais ce qui en définitive doit nous dire quelle est la réelle nature du temps, c'est l'expérience. Et l'expérience, elle nous dit, c'est le mouvement qui marque le temps. Alors, je vais reprendre, à partir de l'exemple de la montre, vous avez compris, il y a un moteur, donc c'est le mouvement qui marque le temps. Il y a des montres beaucoup plus précises, par exemple sur vos téléphones portables, ce sont des circuits électroniques qui vont être le moteur de ce temps-là. Alors, des circuits électroniques, ça veut dire que tout simplement, la question qui se pose, c'est quelle est la valeur du tic-tac ? Le tic-tac dans le moteur, c'est la dent qui va la donner. Tic-tac, à chaque dent va y avoir un tic-tac. Est-ce qu'on peut être plus précis? Oui, un circuit électronique peut nous dire peut nous faire des circuits très courts qui nous permettent de faire des tic-tac plus petits. Pour ceux qui ont fait un peu d'électronique, il suffit de mettre un condensateur, une self et une résistance, la brancher et charger et décharger progressivement un condensateur pour faire ce mouvement qui va être le tic-tac. C'est précisément ce qu'on a dans nos téléphones. Et on peut aller à des niveaux beaucoup plus précis. On peut utiliser des atomes, parce que dans un atome peut transiter, un atome il peut changer d'énergie très rapidement. Et cette rapidité dans le changement d'énergie, ça devient le tic-tac. Et donc on voit bien ici qu'on essaye de marquer le temps par le mouvement de manière de plus en plus précise. Et ce que se demandent les physiciens, c'est est-ce qu'il existe un mouvement élémentaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller plus loin que l'atome ? Vous avez compris qu'ici, de la montre au circuit électronique à l'atome, on a raccourci, on a augmenté la précision dans la mesure du temps. Et la question que se posent ces physiciens, c'est de se dire, est-ce qu'il existe dans la nature, dans l'espace, pas l'espace-temps, dans la nature de l'espace, est-ce qu'il existe un mouvement élémentaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un tic-tac le plus petit possible ? Absolu. Et ce tic-tac le plus petit possible, c'est lui qui va faire émerger le concept de temps. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec des objets mathématiques très, très compliqués. Et c'est ce qui donnerait la naissance du temps. C'est parce qu'il existe un tic-tac dans l'espace, et ce tic-tac, il est universel. Alors, universel, ici, c'est assez complexe parce qu'il s'agit de définir la différence entre universel et absolu. Universel, c'est-à-dire que chaque personne qui verrait à ce niveau de précision verrait le même tic-tac. Mais l'un par rapport, un observateur par rapport à un autre ne le verrait pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il le voie localement. Alors, à partir de ça, on espère faire émerger le concept de temps, non plus comme étant quelque chose qui préexiste au mouvement, et de fabriquer, cette fois, une théorie qui est construite
par les observations expérimentales et faire émerger le concept de temps. Donc voilà pour... 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Bon, voilà pour l'essentiel des évolutions. Il y en a d'autres, bien sûr, essentiels des évolutions dans le concept de temps. Pour reprendre une question dont a parlé Hafid avec la question du fleuve du temps et quel est le moteur du temps, on s'est rendu compte expérimentalement, mais on sait le comprendre théoriquement par une autre théorie, dont je vous parlerai brièvement, que l'évolution du temps, eh bien, elle dépend aussi de la gravitation. On s'en est rendu compte que, bon, grâce à une théorie, qui est la théorie de la relativité générale, d'Einstein aussi, mais ici il ne s'agit pas de faire une description de ça, ce n'est pas le lieu, mais de vous parler d'une expérience qui existe vraiment, et qui a validé ces idées de relativité générale, et qui n'a pu fonctionner que parce que la technologie a fait une grande avancée. C'est des histoires de tic-tac. Alors, quand on prend le tic-tac d'une montre, eh ben, le tic-tac d'une montre, il dure 1 seconde. Hein, c'est ça, c'est le truc. Le tic-tac sur un téléphone, avec les circuits électroniques dont je vous parle, il peut aller à la milliseconde, c'est 1 millième de seconde sans aucun problème. Le tic-tac d'un atome qui bouge très vite dans une cavité, il peut aller au milliardième de seconde. Quand on est arrivé à ce niveau de précision, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez formidable. C'est que si vous prenez votre montre atomique avec cet atome, des choses très compliquées. Il y a un film qui s'appelle Interstellar que vous connaissez, peut-être certains d'entre vous le connaissent, et qui parle de manière assez imagée et assez juste. D'ailleurs, il n'y a pas trop de bêtises dans ce film. Il est assez intéressant de ce point de vue-là. Et donc, on n'a pas besoin d'aller dans les trous noirs. Il suffit d'avoir une montre suffisamment précise, on va dire 5 mètres, le tic-tac n'est plus le même que la montre qui n'a pas bougé. Voilà. Et donc ça, c'est une preuve expérimentale, mais et bien entendu, on sait pourquoi, hein, il y a une théorie derrière ça, qui est la théorie de la relativité générale, et qui l'exprime avec une très très grande précision. On sait pourquoi le temps est influencé, l'écoulement du temps, le tic-tac, la durée, est influencé par la gravitation. Et ça, indirectement, ou si vous avez envie de comprendre comment ça marche, vous êtes confronté à ça tous les jours avec vos téléphones portables, avec la capacité, le calcul qui est fait par l'algorithme du téléphone sur le signal qui nous est envoyé d'un satellite. Le satellite, lui, n'est pas dans le même champ de gravité que vous. Vous êtes sur Terre, vous subissez un champ de gravitation. Le satellite qui est en connexion avec votre téléphone, il est dans un autre champ de gravitation. Et donc, les temps ne s'écoulent pas de la même façon, de la même manière. Et donc, lui, quand le signal est envoyé à votre téléphone, dans l'algorithme, il y a tous les calculs de compensation du champ gravitationnel, de la différence dans les champs gravitationnels. Donc ce n'est pas qu'une vision à la fois ou philosophique ou ésotérique ou de science-fiction, c'est une question qui existe pour chacun d'entre nous maintenant de manière très, très palpable par ce qu'on appelle le General Positioning System. Voilà, donc voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. Il y a d'autres concepts du temps, mais ça il y a beaucoup de théories, hein, mais qui n'ont pas vraiment pour l'instant de validation scientifique. Il y a des questions du temps cyclique, parce que le temps, mais ça rejoint des questions philosophiques. Comme c'est le Ramadan, ça peut nous insister à parler de ces choses-là. Il y a en cosmologie des modèles qui considèrent que le temps fait un éternel retour, c'est-à-dire le temps commence et le temps s'arrête et revient, et le temps est cyclique. On peut, alors, ce sont des idées qui sont venues récemment par la cosmologie, mais ce sont philosophiquement et, disons, ésotériquement des idées qui existent. On peut citer Jalaluddin Rumi qui parle de ça d'une manière un peu ésotérique, voire artistique, d'une manière plus intellectualisée. Il y a Ibn al-Arabi dans son exégèse de la vie des prophètes, qui est Fusus al-Hikam, où il parle aussi de ces temps cycliques, qui intellectuellement ce sont des choses intéressantes. Scientifiquement, il y a des pistes sur ça, mais disons que là, à part ça, tout
tout ce dont je vous ai parlé sont des choses qui sont étayées à la fois théoriquement et pour lesquelles on a des preuves expérimentales que l'on peut reproduire et pour lesquelles on a une assez grande certitude. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions... Merci Nazim. Merci. Alors, donc on vous a fait voyager un peu, hein, côté subjectif, côté objectif. Donc je vous invite à enrichir le débat. Alors, quelle est votre perception du temps? Un intervenant? Posez des questions, vous posez des questions, s'il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais revenir, Nazim, hein, dans votre aspect donc, de la notion de la nature du temps. Mais moi, je suis toujours subjectif par rapport... Dans tous les cas, quand vous avez parlé du temps, c'est peut-être une notion de durée et non pas de temps. Absolument. Oui. Vous avez parlé de durée, c'est-à-dire, et non pas du temps, de la nature du temps en lui-même. Hein? Donc, comment je peux faire cette différence entre cette notion de temps absolu, c'est-à-dire un temps, la notion même du temps en tant que propriété, et là, c'est des durées. C'est toujours par rapport à des synchronisations que nous avons faites par rapport à des référentiels. Alors, oui, je comprends ta question. Ce que tu m'as demandé, c'était de parler du temps en physique. Oui, bien sûr. Non, c'est juste pour animer le débat, c'est tout. Hein? À l'intérieur du système qui est défini par la physique, il y a une contrainte, c'est que tout ce qui n'est pas mesurable sort du champ de la physique. C'est-à-dire, la physique n'est pas une science universelle. La physique ne s'occupe pas d'énormément de choses. Par contre, elle a la prétention de s'occuper des choses qui sont mesurables. Et ce que l'on a réussi à construire comme étant mesurable, comme concept lié au temps, c'est la notion de durée. Voilà. Le temps au sens absolu dont tu parles est un temps qui échappe à la physique. Sauf dans une discipline particulière où la question reste pertinente, c'est celle de la cosmologie. Alors, en cosmologie, on a un résultat assez étonnant au départ, puisqu'il a même étonné celui qui est à l'origine de ce résultat, c'est Einstein, et qui est de dire que l'univers a un début. Si l'univers a un début, alors on est bien obligé, et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie, elle a des équations, on arrive à calculer des choses, et on arrive même à dire de quand date ce début. Et le chiffre que l'on trouve, c'est à peu près 13,8 milliards d'années. Et à la question, qu'est-ce qui s'est passé avant ? On répondra que cette question n'a pas de sens, puisque il y a 13,8 milliards d'années, ce n'était pas que le début des objets, c'était le début du temps aussi. Ouais. Et donc la question qu'est-ce qui se passe avant ne se pose pas, puisque avant il n'y avait pas de temps. C'est peut-être une pirouette philosophique comme ça, mais on s'en sort assez facilement comme ça en physique. Alors il est vrai que là, si on dit que le temps a commencé il y a 13,8 milliards d'années, alors il existe bien un temps qui doit être le même pour tous. Voilà. Et on revient au temps cosmique. Et c'est un autre genre de temps, qui n'est ni le temps de la mécanique newtonienne, ni le temps de la mécanique relativiste, ni le temps de la thermodynamique. C'est encore un autre temps. C'est pour ça que j'insistais sur cette question de polysémie du temps. Si on donne plusieurs noms aux choses, c'est peut-être que c'est juste pas la même chose, et qu'il y a plusieurs types de temps. Et il y a effectivement, à l'intérieur de la physique, une discipline en particulier qui traite de la question de l'univers dans son ensemble, c'est la cosmologie, et où la question de temps cosmique émerge. Et à ce moment-là, ce temps cosmique, il a un sens du passé vers le futur, enfin en tout cas vers notre présent, et on pense même à
à l'intérieur de ce système-là, quel est le moteur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait évoluer ce temps-là? C'est le fait que l'univers s'étende. Et donc, il y a bien une énergie qui est à l'origine à la fois de la naissance du temps. C'est l'énergie du... Donc vous avez tous entendu parler du Big Bang. Hein. Quand je dis il y a une origine à l'univers, je parle de cette théorie-là, de la théorie du Big Bang. Il y a bien une énergie au début de ce temps-là, qui est le temps cosmologique, qui n'est pas du tout le temps de synchronisation dont on parlait. C'est un autre temps, encore une fois. C'est un nouveau temps. Et celui-ci a une universalité, en tout cas pour un certain type d'observateurs, mais bon, ça c'est, on appelle les observateurs comobiles, mais là, on va rentrer dans des choses plus complexes. Mais à l'intérieur de la cosmologie, il y a quelque chose qui ressemble au temps que tu cherches, toi, au temps sur lequel tu poses la question. Et c'est un temps qui a un début, et c'est un temps qui a un moteur. C'est l'énergie d'expansion de l'univers qui fait que on peut marquer l'évolution de ce temps-là. Ce temps ressemble un peu au fleuve que tu espères, dans lequel tu espères te baigner pendant le temps. Mais c'est qu'un temps particulier dans la conception de la cosmologie. Je veux insister ici, il n'existe pas quelque chose qui s'appelle le temps physique. Il y a à chaque fois le temps pour chaque question qu'on se pose pratiquement. Alors, encore une question, s'il y a des questions, hein, Monsieur Denouni, hein? Merci, professeur. Je remercie le professeur Black et notre ami le professeur Jaloul. Vous nous avez fait voyager. Je vous remercie. Merci à vous. Moi, j'ai certaines questionnements. Vous, physiciens, théoriciens, cosmologues, moi, j'ai des questions en tant que simple citoyen, qui prend un peu de l'âge et qui a des remarques de vie concernant le temps. D'abord, je commence par la question, que veut dire le poète avec le temps va? Tout ça. C'est une première question, qu'on peut peut-être échanger sur 7 minutes dans cette phrase. Et ma deuxième question, un constat de vie, avec la veille du troisième millénaire, c'est ça, c'est le troisième. À partir de l'année 2000, ces 25 années que nous avons passées, j'ai comme une impression de vie que le temps est passé très vite. Le temps compliqué, je ne peux pas définir justement. Merci pour l'avoir un petit peu défini sur les termes philosophiques et plutôt physiques, expérimentales. Donc ça m'a ouvert un peu l'esprit et les yeux concernant cette question-là. Mais je me dis que, à mon âge maintenant, depuis l'année 2000, jusqu'à 2025, j'ai l'impression que j'ai vécu même pas une année. C'est une impression. Quand je réfléchis, je me dis, bon, la science et la technologie en 25 ans a fait des découvertes et fait des innovations et fait ce que n'a pas fait l'humanité pendant 2 millénaires, peut-être. Si j'ose, peut-être je dis à moitié vrai, à moitié faux. Je ne peux pas réellement et statistiquement parlant vous dire que les 25 années passées, c'est comme si c'était... moi, dans ma vie, je me dis que tout passe très vite. On parle des téléphones, des iPhones, on parle de la cosmologie, le voyage vers Mars, etc., etc. Tout ce qu'a fait la science pendant ces 25 années, c'est des résultats de recherche et d'innovation qui sont passés très très vite. Et on a l'impression, j'ai pratiquement l'impression que ces 25 années, c'est même pas une année de vie. Donc, est-ce que c'est juste une illusion? Est-ce que c'est juste, ça concerne la vie de la personne, parce que ce n'est pas les mêmes dimensions, comme expliquait Hafid, en étant enfant, pour aller à l'épicerie, ça lui semblait faire des kilomètres. Par contre, quand il a pris de l'âge, il a vu que c'était juste à côté. Est-ce que c'est cette illusion-là, c'est cette donner de cet type d'explication, ou bien le temps reste confus dans l'esprit des gens, le temps reste
philosophiquement, il reste non mesurable, non quantifiable. Le physicien parle de durée, parce qu'il a des moyens d'expérimentation pour mesurer la durée, entre guillemets, mais en termes de vie, on n'arrive pas à faire la différence de ce qu'est réellement le temps. Bon, je ne sais pas si c'est une question un peu difficile, je ne sais pas si j'ai bien posé, si je fais expliquer ce que je veux comprendre, ou pas. Je remercie pour votre écoute. Merci. Alors, je vais essayer de... Non, je vais essayer juste de reposer la question autrement. Et je vous demande, Nazim, si vous êtes du... Si vous croyez à ce que c'est le temps qui crée le mouvement, ou c'est le mouvement qui crée le temps? C'est une question qui m'est adressée. Oui. Pour rejoindre dans un contexte qui a été posé par rapport à des durées. Hein? Oui, mais je répondrai volontiers. Je pense avoir un point de vue sur la question, mais... Vas-y, allez-y. Réagis. Réagis. Alors, merci pour vos questions. La citation de Léo Ferré est bienvenue. Léo Ferré qui lui-même influencé par Aragon pour cette partie-là. Il s'agit d'un temps psychologique, on est d'accord, puisque du point de vue physique, c'est assez facile de s'en sortir. Et c'est complètement différent. C'est assez étanche, en fait. Le physicien n'a pas de réponse à apporter à votre question, puisqu'il y a l'aspect psychologique est important, mais je vais peut-être dire quelque chose sur l'aspect psychologique, si vous permettez, contrairement à votre question, sur laquelle un physicien peut quand même dire quelque chose, sur la question du rythme, en fait, parce qu'ici, il s'agit plus de rythme que de temps, par rapport au décalage qu'il y a. Vous citez Taldor. Alors, pour votre question, il y a au niveau psychologique parce que la question elle est purement humaine, là, ce que vous posez. Elle est du ressenti. C'est une question qui ne se pose pas par ailleurs. Si on sort de la nature anthropique de votre question, votre question est complètement anthropique. C'est-à-dire c'est l'homme, c'est l'être humain qui la pose et elle n'est définie que par rapport à lui. À ce moment-là, on se rend compte que psychologiquement, ce qui nous marque le plus, c'est-à-dire ce qui marque notre mémoire, puisque c'est avec elle, là c'est pas moi qui le dis, c'est Bergson qui explique qu'est-ce qui fait que le temps subjectif a une matérialité que l'on perçoit, même si elle n'est pas objective. Mais on la ressent, c'est parce qu'on a de la mémoire. Tout simplement. On arrive à retracer le temps par notre mémoire, et effectivement, notre mémoire n'est pas la même au fur et à mesure de notre évolution dans l'âge, et c'est ce qui crée finalement cette différence de perception. Le temps un peu petit ne s'écoulait pas de la même manière, parce que c'est une question de mémoire. Alors, effectivement, quand le temps va, tout s'en va, cela marque quelque chose. Votre phrase est marquée par quelque chose de psychologiquement que l'on pourrait définir par de la tristesse, en fait. Et il est clair que la tristesse marque plus que la joie. La mémoire, je ne dis pas dans l'instant immédiat, je citerai quelque chose qui, je pense, vient du Dharma, qui dit que le souvenir du bonheur, c'est du malheur, et le souvenir du malheur, c'est encore du malheur. Ce qui fait qu'il existe plus de malheur dans le souvenir que la somme des événements du malheur et du bonheur actuel. C'est-à-dire que lorsqu'il existe du bonheur et lorsqu'il existe du malheur, manifestement, imaginons que l'on a tous, de manière équivalente, de la chance face aux deux. On a tous autant
autant d'événements heureux que malheureux dans une vie. Je vous espère bien sûr plus d'événements heureux que malheureux, mais on va dire qu'il est statistiquement distribué de manière égale. On prend cette hypothèse. De toute façon, dans notre perception du temps, c'est-à-dire ce qui marque notre mémoire, ça restera du malheur. Ouais. Puisque le souvenir du bonheur, il est rare que ça reste du bonheur, puisqu'il y a le Hasra, il y a Zaman, etc. Il y a cet aspect-là. Donc psychologiquement, si l'on fait sortir on fait sortir le concept de mémoire dans la marque du temps, il est plus facile de comprendre pourquoi quand le temps va, tout s'en va. On est plus marqué par le malheur que par le bonheur. Et c'est donc ce qui va marquer le temps par la mémoire par rapport aux événements ponctuels qui, eux, peuvent être aussi bien heureux que malheureux. On dira que pour reprendre, puisqu'on est dans une ambiance poétique, les chants les plus beaux sont les plus désespérés. Et donc, le malheur marque plus que le bonheur. Hein. Il suffit de voir du point de vue dramatique, dans le théâtre, dans la musique. À chaque fois que l'on veut créer une émotion, il est plus facile de créer de l'émotion par du malheur que par du bonheur. Hein. Rares sont ceux qui arrivent à créer vraiment de l'émotion. Il faut un talent particulier, y compris cinématographique et littéraire. Donc notre perception est liée par notre mémoire, et notre mémoire est plus marquée par les événements malheureux que par les événements heureux, puisque même les événements heureux se transforment progressivement en souvenirs, en sensations, en sensation de malheur. Et donc de toute façon, c'est culturel, hein, probablement, je ne dis pas que, mais c'est culturel et assez partagé par toutes les cultures. Voilà, je ne sais pas si ça... Bon, c'est difficile de répondre à cette question de manière absolue. Extrêmement difficile. Mais ce que disait notre professeur, en ce qui concerne la question, est-ce que les musulmans ont le même temps, ont le même rythme, le physicien répond très facilement à ça. Le temps est lié à la synchronisation. C'est-à-dire que, quel que soit l'événement avec lequel vous allez marquer, vous, ce que vous appelez le temps, si quelqu'un d'autre décide de prendre le même événement, il aura le même temps que vous. Ce n'est pas très compliqué, finalement, de point de vue de la synchronisation. Par contre, je pense, ce que vous dites évoque plus la question de rythme. Notre vie, pour reprendre la question des musulmans, est rythmée de manière différente. Et donc, la question, quand vous dites des fois Dohr c'est à midi, des fois c'est à 1h, c'est parce que vous sautez l'étape de synchronisation. Vous essayez de synchroniser deux choses qui ne l'ont pas été. Parce que tout simplement, quelqu'un pouvait dire non, Dohr c'est exactement tout le temps à l'heure d'Dohr. Et on oublie, parce que le midi, le 1h, il est lié à une autre façon de marquer le temps. Alors que si on choisit que Dohr c'est lui qui marque le temps, c'est lui, le tic-tac avec lequel on va synchroniser, alors l'heure d'Dohr, c'est exactement la même heure. L'heure d'Dohr sera marquée par elle-même. Il y a ce décalage, c'est parce que il vous marquez une horloge qui est celle du Dohr, avec une autre horloge qui est basée sur une autre façon de mesurer. Et donc, si à un moment elles sont synchronisées, chacune après va se décaler et ils ne seront plus synchronisés. C'est qu'effectivement, ça donnerait l'impression que l'on n'est pas le même temps, effectivement. Mais ici, probablement que l'on pourrait dire qu'il ne s'agit pas de temps mais de rythme. On n'a juste pas le même rythme. Et c'est ce que m'évoque votre question. En tout cas, je ne sais pas si en miroir vous y percevez, ça serait peut-être présomptueux. Difficile de répondre comme ça à des questions qui nécessiteraient peut-être de voir culturellement quel est l'impact de ça, etc. Il y a voir aussi sociologiquement comment que c'est perçu, comment que c'est vécu, quel est l'impact après sociologique, c'est dans la relation entre les personnes. C'est-à-dire, est-ce que vous le considérez comme une personne que l'on suit au travers de ce rythme-là, ou comme un groupe d'individus? Et à ce moment-là, quel est le consensus, etc. Donc ça nécessiterait une étude un peu plus, je pense. Mais pour répondre à votre question, on peut s'en sortir, le physicien s'en sortira en vous disant qu'il ne s'agit pas là de temps mais de rythme.
Et à ce moment-là, chaque rythme peut être défini par rapport à sa propre horloge. Si l'horloge c'est Dohr, l'Asr, etc., eh bien, le Dohr il est toujours au fait Dohr, en fait. Et c'est parce qu'on veut le rattacher à une autre horloge avec laquelle on a perdu entre-temps la synchronicité que l'on tombe dans cet apparent paradoxe. Mais c'est qu'un paradoxe apparent qui peut être réglé en portant l'horloge avec l'objet. Voilà, c'est voilà ce que ça évoque, en tout cas, la réponse que j'ai apportée. Après, effectivement, la question c'est est-ce que c'est le temps qui marque je peux vous dire je peux te dire qu'est-ce qui est souhaitable. Bah, oui. Voilà, parce que ce que je pense, moi, c'est que ce que je peux dire de manière sûre, parce que le problème du scientifique, c'est à la fois de dire ce qu'il sait, mais surtout de dire ce qu'il ne sait pas. Ouais. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui prétend à chaque fois savoir quelque chose. Ce que je peux dire, et d'ailleurs, un scientifique aura plutôt tendance à dire pas ce que je sais, mais ce que nous savons. Il y a un consensus. Il n'y a rien de plus dangereux de ramener une connaissance à soi-même. C'est le début d'Azaf, comme on dit en anglais. C'est ce genre de choses qui rend le relationnel compliqué. Non. Ce que nous savons en tant que scientifiques, c'est qu'il y a plusieurs versions du temps. Certaines considèrent que c'est le temps qui marque le mouvement, c'est le temps théorique, le paramètre du temps, et il y a le mouvement qui marque le temps, et qui est l'aspect expérimental, l'aspect de la mesure. Les objets, les appareils avec lesquels on mesure le temps, c'est le mouvement qui définit le temps, et donc là il y a une dialectique. Maintenant, ce qui semble être maintenant un consensus dans l'évolution des connaissances, c'est ce qui est souhaitable, c'est de trouver une manière théorique d'exprimer le temps comme étant quelque chose qui marque le mouvement, qui est marqué par le mouvement. C'est-à-dire que, en définitive, ce que nous souhaiterions, pour une théorie complètement, cohérente, où on s'échapperait de cette dialectique, c'est de dire qu'en fait, c'est le mouvement qui est le moteur du temps. C'est le mouvement qui marque le temps. Le temps ne préexiste pas au mouvement. Mais ceci, théoriquement, a un prix, et ce prix, on n'a pas réussi à le payer. Le prix, il est le suivant. Est-ce qu'il existe un tic-tac élémentaire dans l'univers ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un temps élémentaire dans l'univers ? Dès qu'on le suppose, on a des contradictions théoriques. On n'arrive pas théoriquement à construire une théorie là-dessus. Alors, pour avancer un peu dans ça, s'il y a des gens que cette question pourrait intéresser, qu'est-ce qui théoriquement nous empêche de le faire ? Il y a quelque chose en relativité restreinte, qui est un résultat de la relativité restreinte qui s'appelle la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le problème, c'est que si on décide qu'il existe un tic-tac élémentaire, et que si par changement d'observateur la valeur de ce tic-tac change, puisqu'il y a une dilatation du temps, alors ce tic-tac n'est plus élémentaire, si on n'a pas le même. Et donc c'est ce qui rend compliqué la tâche théorique. Une personne qui a essayé de le faire, tu l'as cité tout à l'heure, c'est Lee Smolin, dans DSR, qui est Double Special Relativity, c'est la relativité doublement restreinte, où il essaie de fabriquer une théorie dans laquelle on peut concilier le principe de relativité et le fait qu'il existe un tic-tac élémentaire. Cette théorie a été invalidée. Donc, c'est là. Il n'y a pas à discuter, puisque même si elle réussit à résoudre certains problèmes, elle crée d'autres problèmes dont on sait qu'ils ne marchent pas. C'est-à-dire que ce n'est même pas des problèmes etc. C'est-à-dire elle prédit des choses qui sont fausses. Mais par contre, la tentation... Mais vous, par rapport à vous, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est le temps qui crée le mouvement ou le mouvement alors, je vais te dire. Je dis c'est le mouvement qui crée le temps. Oui, c'est ce que l'on souhaite. C'est ce à quoi on souhaite. Le problème, c'est que scientifiquement, si tu dis tu as dit c'est le temps, c'est le mouvement qui crée le temps. C'est ce qu'on essaye de faire théoriquement. Ce qu'on n'arrive pas à faire, parce que théoriquement, jusqu'à maintenant, c'est le temps
qui crée le mouvement. Voilà, c'est le temps qui est la marque du mouvement. Maintenant, le problème scientifiquement, si tu dis, ok, moi c'est ce que j'aimerais, moi c'est tout ce que je peux dire, c'est ce que j'aimerais. Si je dis, voilà ce que je pense, le mouvement crée le temps. Quelle est la question qui me sera posée? Comment? Comment le mouvement crée le temps? Et pour ça, il faut avoir une théorie et on ne l'a pas. Non, mais maintenant, si je peux introduire un peu le côté spirituel, si je peux introduire le côté spirituel, si j'introduis la notion de Dieu dans ce contexte, oui. Par rapport à la notion de Dieu, par rapport à la notion de destin, ça veut dire que le destin, ça veut dire que notre ligne du temps est déjà là. Hein? Ah, c'est compliqué. Ah ben oui. Parce que le destin lui-même peut être discuté différemment. Oui, parce que si je suis dans ce cas, est-ce qu'il y a un libre arbitre ou il n'y a pas un libre arbitre? Un physicien ne pourra jamais répondre. Parce que oui, jamais, je ne sais pas. Mais actuellement, il ne peut pas répondre à cette question. Si je dis je suis dans un univers bloc, hein, tel que Einstein l'a défini, c'est-à-dire que le présent, le passé et le futur existent. Donc ça veut dire qu'il existe déjà notre futur. Notre destin existe déjà, notre futur existe. Oui. Donc le libre arbitre n'a pas de place dans ce cas-là. Mais effectivement, cette hypothèse qu'a faite Einstein, il l'a reliée à une question qu'il a appelée plus tard la plus belle erreur de sa vie. Oui, je sais. Mais qui est soutenue par d'autres personnes. Bien sûr, mais on connaît toute la faiblesse de l'univers bloc, c'est de dire que l'univers est constitué du passé, du présent et du futur, et que le futur est un endroit qui existe déjà dans cet espace-temps. Ouais. Ici, Einstein a imaginé ça parce que la conception qu'il avait de l'univers était une conception statique. C'est-à-dire l'univers n'évolue pas. Ouais. Et il avait besoin de cette conception pour des raisons plus, on va dire, idéologiques que scientifiques. Ouais. Quand en 1929, Hubble a montré que l'univers était en expansion, quelque part, cette idée d'univers bloc n'est plus vraiment nécessaire, puisque l'univers lui-même évolue et il a un devenir. Et ici, est-ce qu'il s'agit du destin, pour revenir à la question philosophique ou peut-être même religieuse? Est-ce qu'on peut relier le temps au devenir? Y a-t-il une relation entre le temps et le devenir? À partir du moment où tu ne peux pas définir le temps, non. Peut-être il existe matérialisé par votre question. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse anthropique, qui n'a rien à voir avec l'entropie, c'est anthropos au sens de l'humain. Alors, je peux donner un avis, c'est tout. Dans l'histoire des connaissances humaines, on s'est rendu compte que c'est jamais une bonne idée de mettre l'humain au centre de l'univers. De l'univers. À chaque fois qu'on a voulu mettre l'humain au centre de quelque chose, on s'est rendu compte après qu'on s'est trompé. Systématiquement. Jamais mettre l'être humain au milieu ou je parle scientifiquement. Après, culturellement, humainement, spirituellement, bien sûr. Mais il est clair que, après, c'est très relatif aux cultures, aux individus. C'est difficile de. Qu'est-ce qu'on devrait mettre au centre de l'univers? Qu'est-ce qu'on devrait mettre au centre de l'univers? Du moment que on met l'humain au centre, ça ne marche pas. Pour ne pas passer à côté. Comme l'univers est en mouvement permanent, la notion de centre n'est pas absolue. Donc quelque part, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le centre. Donc quand bien même vous auriez quelque chose à y mettre, vous ne trouverez pas l'endroit pour l'y mettre. Il n'y a pas de centre de l'univers. Ici, quand je parlais de centre, je ne parlais pas de centre au sens géométrique. C'est-à-dire, spirituellement, l'activité spirituelle est une activité humaine, clairement. Et donc, il est naturel de mettre l'humain au centre de l'activité spirituelle. Maintenant... Mais là, ça repose une question. Qu'est-ce qui a été créé en premier, le temps ou l'espace? Alors, en physique, c'est assez simple. Ils ont été créés exactement en même temps. Mais si le temps crée le mouvement, voilà. Ou si le mouvement crée le temps,
ils ne peuvent pas être créés en même temps. Absolument, tu as absolument raison. Sauf que, attends, si le temps préexiste au mouvement, il peut être créé en même temps que l'espace. Si le temps préexiste au mouvement, il peut être créé, c'est l'idée, c'est le résultat que l'on a de la relativité générale et de la cosmologie. Le temps peut exister sans espace. Voilà. Alors, non. Alors, attends, quand je dis non ou oui, il faut bien comprendre que cette réponse ne sort pas de moi. Je vais reprendre peut-être de manière philosophique une phrase qui est due à... bon, peu importe. Mais bon, la phrase est la suivante. Chaque système est vrai dans ce qu'il affirme et est faux dans ce qu'il nie. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un système qu'on dit oui ou non. À l'intérieur du système de la relativité générale, on considère que, comme dans les eaux, comme dans la mécanique, le temps préexiste au mouvement. C'est-à-dire que le mouvement est tardif par rapport au temps et que le temps et l'espace forment la même chose. C'est juste une question de point de vue. Voilà. Donc à l'intérieur de ce système-là, tout commence en même temps. Que ce soit le temps, ils sont mêlés. Par contre, comme dit Hafez, et comme l'espère Carlo Rovelli dans ce qu'il écrit, si l'on veut faire que le temps est une question émergente, voilà. Et émergente de quoi? Émergente du mouvement. Mais encore faut-il être capable de construire théoriquement un tic-tac élémentaire. C'est ça que Carlo Rovelli n'a pas réussi à faire, ni lui, ni Smolin, ni les autres personnes qui travaillent là-dessus. Il y a eu des avancées. Donc si on considère ça, ça bouleverse tout. Il n'y a plus la relativité générale. La relativité générale devient quelque chose de très tardif. Ça ne devient pas la question primordiale. Donc on sort du système. C'est Leibniz qui a dit chaque système est vrai dans ce qu'il affirme et faux dans ce qu'il dit. Ça c'est Leibniz. Je me suis rappelé du nom du mathématicien philosophe. Mais donc si ce que dit Hafez et qui est quelque part ce que l'on cherche, c'est-à-dire qu'on veut faire émerger le concept du temps du concept du mouvement, on ne va pas le faire émerger de rien du tout, on va le faire émerger du mouvement, à ce moment-là, ça remet en question la relativité générale. Ouais. D'ailleurs, même dans ce qu'ils essayent de faire, les équations de la relativité générale découlent d'autres équations et qui viennent d'un état de l'univers plus tardif que celui du début. C'est-à-dire que la relativité générale ne fonctionne même pas au début. Et donc, mais encore faut-il qu'il y ait alors pour reprendre un peu des aspects poétiques, il faut qu'il y ait un cœur qui bat. Il faut qu'il y ait un tic-tac au départ. Ça pose des questions après philosophiques différentes. Je pense qu'on est dans une situation d'indécidabilité. Pour l'instant, c'est le cas. Et donc, on est dans le terrain de Gödel, dans un terrain d'incomplétude. Deux théorèmes de Gödel. Je pense qu'on a fini pour ce soir. On vous remercie encore une fois. Je voudrais remercier avant tout nos sponsors, Sinal, représenté par Sandbg, M. Dennouni, l'entreprise, le groupement Chiali, l'entreprise Divendus, le CRAPSE, le CRTI, pour nous avoir accompagnés pour réaliser ces soirées-là. Et on continue, la semaine prochaine on sera à Tlemcen et ainsi de suite. Donc nous espérons que nous vous avons un peu apporté des questionnements, que vous allez à chaque fois vous poser des questions pour vous... Parce que moi je dis pas, pourquoi je dis que le mouvement crée le temps? Oui. Moi je prends juste une baguette de pain, je dis que c'est ça mon histoire, c'est la baguette de pain. Et à chaque fois que j'enlève un morceau, c'est le présent. Et si je passe au deuxième morceau, les autres morceaux c'est le passé. Mais ce qu'il y a au bout c'est le futur. Donc il est déjà là. Donc c'est mon mouvement qui crée le temps, qui crée un passé, qui crée un présent et qui crée le futur. Donc j'image ceci. Sinon, si on va terminer par une dernière chose que je vous pose, est-ce que le voyage dans le temps est possible? Good question. Il y a des réponses tout à fait claires là-dessus. Oui. Déjà, voyager dans le temps, c'est ce qu'on fait tous. On ne sait pas ne pas voyager dans le temps.
Dans le passé. Voilà, Dans le passé. Dans le passé, voilà, voyager dans le temps, dans le passé. Hein? Parce qu'on voyage tous, là, depuis tout à l'heure, on a tous on évolue dans le temps. Mais dans le passé. Aucune personne ne sait pas voyager dans le temps. Mais dans le passé. Alors, dans le passé, de quel point de vue on se place? Alors, du point de vue des théories physiques, on peut dire quelque chose on peut essayer d'affiner la question. C'est dans le passé de qui? Dans son propre passé? Dans son propre passé. Ou dans le passé des autres? Dans mon propre passé. Alors, il y a des réponses à ça en physique. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse définitive. Oui. Je n'ai pas la prétention de faire ça. Alors, voyager dans le passé des autres, c'est ce que vous faites quand vous regardez par exemple le soleil. Quand vous voyez le soleil, vous voyagez dans son passé, tel qu'il est, il y a 8 minutes. Quand vous regardez une étoile, vous êtes en train de voyager dans le passé de l'étoile, il y a plusieurs millions d'années, voire dizaines de millions d'années. Donc ça, c'est très simple. C'est très simple. Voyager dans le passé des autres, la réponse est oui, il suffit de les regarder. Quand vous observez quelque chose, vous voyagez dans le passé des autres. Après, peut-on voyager dans son propre passé? Si c'est ça la question définitive, tu es d'accord que tu ne m'épargneras aucune difficulté. Merci beaucoup. Voyager dans son propre passé. Alors, il ne s'agit pas de faire une démonstration ici, mais la démonstration existe. La question est, si c'était possible, on ne s'en rendrait pas compte. Voilà. C'est-à-dire, si c'est possible, il y a une histoire de cône de lumière, bon, toi tu connais ces choses-là. Si c'était possible, on serait dans un état qui serait tout simplement inaccessible à la vision des autres. C'est-à-dire, personne ne pourrait se rendre compte que tu voyages dans ton passé. Et donc, ça échappe à la question de la physique. Personne ne pourrait dire si tu voyages dans ton passé. Quand bien même tu y arriverais, tu disparaîtrais du champ de vision, puisque tu devrais pour cela, quelqu'un qui pourrait te voir voyager dans ton passé, devrait te voir avec quelque chose qui dépasse la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas possible à l'intérieur du système décrit par la relativité restreinte. Donc voilà. Parfait. Donc on vous remercie. Hein? Merci Nazim. On a bien animé quand même. Ça s'est bien passé.